réhabilitation. Parce que il y a ceux qui sont responsables, mais ils ne sont pas responsables au même degré. Il y a les commanditaires, il y a les enfants soldats, il y a les enfants gangs qui ont été intégrés. Ils ne doivent pas être punis au même degré. Et un jeune homme ou bien une jeune fille qui a intégré un gang armé, très bien, il est coupable, mais il faut réhabiliter. C'est un jeune qui n'a pas été pris en charge par l'État. C'est la faute de l'État qui n'a pas pris la jeunesse en charge. Et c'est un enfant, c'est un jeune qui a perdu son adolescence. Il faut réhabiliter ces jeunes. Dans le cas contraire, dans les 10 ans qui viennent, ils deviendront eux aussi à leur tour des grands chefs de gang. Donc, nous avons aussi des limites. Nous avons un système carcéral qui ne répond pas. On a évalué les gangs à près de 10 000, 11 000, me dit-on. Mais quelle est cette personne de cette salle qui est capable de me dire où se trouve cette prison civile en Haïti, capable d'accueillir, de gérer, d'entretenir 11 000 prisonniers, par exemple? Nous avons besoin de papiers. Donc, à partir de ce moment-là, la société civile qui s'engage de la justice transitionnelle va devoir prendre en compte, n'est-ce pas vrai, les opportunités pour la punition, les amnisties et les réhabilitations. Il y a un autre point sur lequel je veux attirer l'attention. Puisqu'il s'agit de réparer les torts seront réparés de différentes manières. Il faut voir d'abord la manière financière, parce que les victimes, ils sont nombreuses. Il y a différentes manières de réparer. La réparation peut être financière, elle peut être symbolique aussi. Les responsables de la société civile doivent tenir compte de cela. Il y a des cas où on peut retrouver un auteur, un co-auteur et participer au crime grave. Ça dépend du degré de la responsabilité. Eh bien, on peut envisager des excuses et des commémorations aussi. Des excuses publiques. Et en fonction du contexte, en fonction de la spécificité. Cependant, il y a un point fondamental auquel j'invite les sociétés civiles organisées. Il faut nécessairement la restitution. Il n'y a pas de justice transitionnelle sans restitution. À Solino, je prends l'exemple, à Solino, nous avons des individus dont les maisons ont été incendiées, détruites. S'il arrive que les familles n'ont pas été, par exemple, il n'y a pas eu de décès, il n'y a que des maisons qui ont été détruites, les sociétés civiles doivent voir avec l'État et avec le système judiciaire aussi, si on arrive à identifier les auteurs de cette destruction, et s'ils sont en mesure de le faire, on devra les condamner à restituer à ces gens-là leurs maisons qui ont été détruites. Il faut l'envisager de cette façon. Et dans le cas contraire, il faut voir avec l'État aussi. Mais tout ce que nous disons n'aura été possible que si on marche perspective de rétablir l'état de droit. Tout ce que nous disons là constitue des éléments, mécanismes qui rendent la vie à la justice transitionnelle, qui tiennent de l'existence et de l'application de la justice transitionnelle. Toutefois, si tout ce que nous sommes en train de dire, nous les réalisons sans tenir compte de la nécessité de rétablir l'état de droit, nous serons passés à côté de là. Voilà, j'insiste que là, toute la démarche devra regarder en clair un état de droit à rétablir. Et comme nous savons que l'État
est une abstraction. Comme nous savons que l'État n'est pas matériel et qu'il ne se définit pas, l'État en tant qu'abstraction existe à travers ses institutions. Ce sont les institutions qui forment l'État, et quand nous disons qu'il faut rétablir l'État de droit, mais il faut nécessairement réformer les institutions pour éviter que les abus ne se reproduisent. Si on ne réforme pas les institutions, les abus vont se reproduire. Parce que, je vais vous dire, il y a plus de 10 ans, et j'ai accompagné le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Rico Duplan, qui était président de la Confédération des avocats antillais. J'étais secrétaire général. Je devais présenter une conférence sur la corruption en Haïti, parce que le thème c'était la corruption. J'ai choqué l'assistance, les latino-américains, là c'était les dominicains. J'ai choqué l'assistance, j'ai introduit ma conférence pour dire que je demande à tout le monde qui est là d'admettre avec moi qu'il n'y a pas de corruption en Haïti. Tout le monde est choqué. Mais quand j'ai développé, ils sont d'accord. Comment peut-on me dire qu'il y a de la corruption dans un pays alors que l'instance chargée de connaître de la corruption, qui est la Cour supérieure des comptes et des comptes administratifs, n'a pas sorti trois arrêts de débat en 25 ans? Mais comment peut-on me dire qu'il y a de la corruption dans ce pays, messieurs, mesdames? La seule institution qui soit capable de le dire n'a jamais sorti un arrêt de débat. Mais comment ça? En 25 ans, on n'a pas 3 arrêts de débat et vous me dites qu'il y a de la corruption dans cette société? C'est pourquoi j'ai dit tantôt que dans une société, les règles sont beaucoup plus fortes que les lois. Parce que entre nous, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la règle. Le doyen Maximus Bernard qui est là, demain, il est ministre. Après 3 mois, il rentre de la maison avec son même salaire. Mais sa femme est presque dans l'abandonner. Sa femme ne voit pas le ministre. Parce que dans notre société, quand on est ministre, ça veut dire une opulence. Ça veut dire un chemin de conditions. Et les cousins qui sont là. Et les cousins qui sont là. C'est quoi? Non, vous êtes ministre, alors c'est quoi le GBIA? Donc, nous sommes d'accord entre nous. Nous faisons les choses entre nous. Et nous piétinons les lois. Nous ne respectons pas les lois parce que nous sommes d'accord à faire des choses selon les règles. Nous sommes complices à côté de nos acteurs. Donc, c'est pourquoi je dis que tout ce que nous sommes en train de dire là se rapporte à la conjoncture. Nous sommes en train de faire des considérations d'ordre conjoncturel. Nous sommes en train d'analyser la justice transitionnelle de ses moyens de fonctionner ou de ses perspectives d'avenir. C'est vrai, mais si nous ne le faisons pas dans une perspective fondamentale, essentielle, de rétablir l'état de droit à travers des institutions qui fonctionnent selon les normes et selon les règles, si nous n'agissons pas sur les cerveaux des citoyennes et des citoyens pour qu'ils admettent que le bien-être dont nous parlons, ce bien-être collectif, ce bien commun dont nous parlons, doit passer par le respect des règles, par le renforcement des institutions, nous restons à côté. C'est pourquoi nous disons que là, nous devons regarder la justice. L'État est dans l'obligation de lutter contre l'impunité. Quand on parle de justice, l'État, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, comme les Weberiens aiment le répéter. L'État est dans l'obligation de lutter contre l'impunité. Et l'État a l'obligation de restaurer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Parce que les citoyens ont une mauvaise impression de la justice. Les citoyens n'ont pas confiance dans l'appareil judiciaire. Les citoyens n'y croient pas. Donc, cette obligation première, il faut lutter contre l'impunité, mais il faut rétablir, il faut réduire cette distance qu'il y a entre les Haïtiens et le système judiciaire. Ils n'y croient pas. Vous devez garder à l'esprit que en entreprenant cette démarche, vous allez parler à des hommes et des femmes qui ne croient pas dans la justice.
depuis 1986, où nous sommes sortis de la période du valérienne jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, quel est le procès qui a eu lieu dans ce pays? On a dit que les Macoutes ont dévasté, que les Macoutes ont tué. On a dit qu'à Fort Dimanche, il s'est passé beaucoup de choses. On a dit et on a dit, mais où est le jugement? De quoi parle-t-on? Alors pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu de jugement spectaculaire après la période du valérienne? Parce que ceux qui étaient en situation de le faire savaient pertinemment qu'ils allaient faire pareil. Et que si d'aventure ils le faisaient, ils dirigeaient aussi la chose contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu de procès Petro-Caribé plus près de nous? Pourquoi? Et encore, il y a beaucoup de pourquoi et d'autres pourquoi encore. Donc, je voudrais espérer que nous qui sommes ici aujourd'hui à parler de justice transitionnelle, et puisqu'il m'a été demandé de parler de la lutte contre l'impunité, d'envisager les cadres et les leviers, je suis en train de vous dire que l'État est dans l'obligation de lutter contre l'impunité et l'État est dans l'obligation de restaurer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Il y a aussi, je l'ai dit tantôt, et j'y reviens par intérêt, que la justice internationale qui fonctionne comme la Cour pénale internationale, par exemple, qui a la mission d'enquêter sur les crimes les plus graves, comme le génocide ou les crimes contre l'humanité. Donc, s'il y a la Cour pénale internationale, vous devriez aussi mettre à contribution la justice internationale qui, le cas échéant, devra nous seconder dans notre démarche de quête de justice et notre lutte contre l'impunité. Vous me regardez, il faudra me faire signe parce que vous pouvez être beaucoup plus abondant. Parce que c'est pas nous, mais qu'il ne le sait pas. Et quand on me donne un micro, il faut me faire signe quand je dois arriver. Parce que j'ai des choses à dire. Mais là, je vais faire un dernier point qui concerne la société civile, puisque c'est le conseil qui a convoqué cette journée. Les organisations de la société civile, comme le CNSCA, doivent encourager un plaidoyer en faveur de la justice transitionnelle. Nous sommes d'accord. Et c'est pourquoi vous êtes là. Mais en le faisant, vous avez l'obligation, vous aussi, de soutenir les victimes. Vous avez cette obligation. J'ai parlé de l'État tantôt. Vous avez l'obligation de soutenir les victimes. Il faut les aider à déposer des plaintes. Lorsque vous aurez recueilli la vérité utile et nécessaire à travers les commissions de vérité et de réconciliation, vous devez prendre ces initiatives, de soutenir les victimes, d'identifier les faits dont ils ont été victimes, et bien pour déposer des plaintes. Et ces plaintes doivent être documentées, argumentées. Et à ce moment-là, le travail que vous aurez à faire sera construit sur du concret. Parce que ici, on se sert des événements comme de vieux torchons. On les élimine facilement, on fait du bruit, on fait du tapage, et 3 mois plus tard, comme s'il n'en fut rien. Toutefois, il y a des enjeux. Dans ce que vous faites, il y a des enjeux. Parce que l'impunité est un phénomène complexe. Il ne faut pas regarder l'impunité seulement à travers des chefs de gang qui commettent des crimes et comme si quelque part, et c'est par hasard que les tribunaux ne fonctionnent pas, comme si c'est par hasard que les juges ne sont pas formés, comme si c'est par hasard qu'il n'y a pas de spécialité, qu'il n'y a pas de compétences à travers les tribunaux pour envisager des crimes de masse. Il n'y a pas d'hasard. C'est un phénomène complexe que constitue l'impunité. Et la lutte contre l'impunité doit considérer l'intégration des victimes et des survivants
dans les processus de justice pour s'assurer des bons résultats.